Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions vu la dernière fois les réformes que García Moreno avait entrepris dans ce premier gouvernement. Il s'était attaqué aux abus les plus criants dans l'ordre matériel et moral. Il voulait maintenant s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire jusqu'au principe fondamental de la Révolution, c'est-à-dire la souveraineté du peuple et la subordination de l'Église à l'État. Voilà le principe fondamental de la Révolution, principe qui sévissait depuis 4 siècles. Un rappel quand même ici est nécessaire, vu la difficulté des correspondances et pour simplifier l'administration, les rois d'Espagne avaient obtenu des souverains pontifes de nombreux privilèges relatifs aux propriétés et aux personnes ecclésiastiques. Par exemple, le droit de présentation aux évêchés. Mais peu à peu, le pouvoir du roi va se substituer au pouvoir du pape. Et les lois de la couronne vont se substituer aux lois canoniques. De là vont naître des abus, des conflits, et les rois catholiques désirant sincèrement le bien de leur peuple, la discipline, les mœurs n'avaient pas trop à souffrir de cette situation. La foi, du reste, était sauve, puisque ces privilèges émanaient de l'autorité ecclésiastique. Il en fut tout autrement lorsque la Révolution triomphante, après avoir dépossédé les monarques espagnols, se déclara héritière de tous leurs privilèges. Le Congrès, ainsi, attribua au gouvernement la surintendance de toutes les affaires ecclésiastiques. On y ajouta la mainmise du pouvoir civil sur les biens ecclésiastiques, etc. Ce que nous avons connu, nous, en France, en 1905. Donc régnait une inféodation complète de l'Église à l'État. En somme, le pouvoir civil se substituait au pape et se décernait même des attributions plus étendues que celles du pape. Au fond, c'était un essai d'église nationale, avec une situation plus ou moins schismatique et désastreuse pour la discipline et les mœurs. García Moreno avait en horreur le dogme fondamental maçonnique de la suprématie de l'État sur l'Église. Et pour mettre un terme à cette situation, il va solliciter du Congrès l'autorisation de conclure un concordat avec le Saint-Siège. Je le cite, « Pour que l'influence religieuse s'exerce avec tous ses avantages dans la vie sociale, il faut que l'Église marche à côté du pouvoir civil dans de véritables conditions d'indépendance. Au lieu de l'absorber ou de la contrarier, l'État doit se borner à la protéger d'une manière efficace et conforme à la justice. » Donc son premier soin sera de chercher un négociateur bien intentionné, et son choix va s'arrêter sur un prêtre dont il avait pu apprécier le désintéressement, les idées saines, les intentions droites. Ce prêtre s'appelait Don Ignacio Ordóñez, qui était alors archidiacre de Cuenca. Envoyé en France,
fin 1861, avec mission de ramener une colonie de religieux et de religieuses pour la réorganisation des écoles primaires, il avait poussé jusqu'à Rome. Il y reçut de son gouvernement une missive officielle qu'il instituait, à sa grande surprise, ministre plénipotentiaire de l'Équateur près du Saint-Siège, afin de négocier le concordat projeté. Alors, son premier mouvement sera de décliner cette charge. Mais Pie IX le rassure. Il le rassure en lui disant, avec un sourire, « Faut-il être un Metternich pour traiter avec Pie IX ?» Donc Garcia Moreno va donner à son mandataire des instructions simples. Première instruction, le gouvernement de l'Équateur n'a point la prétention d'imposer au Saint-Siège des concessions, mais le supplie humblement de mettre un terme, par les moyens qu'il jugera les plus efficaces, aux maux qui désolent l'Église dans ce pays. L'unique désir du gouvernement est que l'Église jouisse de toute sa liberté et de cette indépendance complète dont elle a besoin pour remplir sa divine mission. Deuxième instruction, la Constitution de la République stipule l'exercice exclusif de la religion catholique. Il conviendra donc, loin d'autoriser les cultes dissidents, de proscrire n'importe quelle société condamnée par l'Église. Troisième instruction, aucune réforme n'est possible aussi longtemps que les bulles du pape, les brefs, les rescrits pontificaux seront soumis à la sanction de l'autorité civile. Donc la suppression de ce qu'on appelle l'exéquatur s'impose comme une nécessité de premier ordre. Quatrième instruction, pour prévenir les effets pernicieux engendrés par les mauvaises doctrines inoculées à l'enfance et à la jeunesse, les évêques doivent avoir la faculté de requérir et le gouvernement le pouvoir d'exiger qu'on bannisse des écoles, des collèges, des universités, des facultés, tout livre et toute doctrine condamnée par l'Église. Cinquième instruction, la réforme du clergé ne peut s'effectuer aussi longtemps que la juridiction ecclésiastique sera tenue en échec par le recours à l'autorité civile, recours qui permet aux délinquants d'échapper à toute répression. Il faut donc supprimer cet appel aux tribunaux séculiers et recourir à Rome s'il y a lieu. Sixième instruction, le fort ecclésiastique a été aboli pour les délits graves de droit commun, d'où résulte souvent l'impunité. Et cet état de choses exige une prompte réforme. Septième instruction, l'intervention de l'autorité civile dans la provision des bénéfices a toujours causé de grands abus. L'ambition, la cupidité, l'ignorance, la simonie, l'immoralité, la démagogie se donnent libre carrière depuis qu'il est facile, grâce aux révolutions, d'obtenir des postes qui devraient être réservés au mérite et à la vertu. Il convient donc que le Saint-Siège nomme les évêques et les évêques les autres bénéficiaires. Le gouvernement peut jouir du droit de faire opposition à la promotion d'un ecclésiastique, mais pour un laps de temps très court et à la condition de fonder son opposition sur des raisons sérieuses. Suivez deux instructions spéciales, l'une relative aux biens ecclésiastiques, dont l'État s'arrogeait injustement une grande partie, et l'autre à la réforme du clergé régulier,
c'est-à-dire les religieux. Réforme urgente, mais impossible, d'après le président, si l'on ne mettait les ordres dégénérés dans l'alternative de reprendre la vie commune ou de disparaître. Aussi demandait-il au pape d'envoyer en Équateur un nonce muni de pouvoirs suffisants pour transformer ou détruire. Alors, après 6 mois de discussion, le projet de concordat fut signé le 26 octobre 1862 par le cardinal Antonelli, ministre d'État, et par le père Ignacio Ordonez, qui était, on l'a vu tout à l'heure, plénipotentiaire de l'Équateur. Alors, quels sont les principaux articles de ce concordat? Premièrement, la religion catholique, apostolique et romaine, et la religion de l'État, à l'exclusion de tout autre culte ou société condamnée par l'Église. Elle y sera conservée perpétuellement dans son intégrité, avec tous ses droits et prérogatives, conformément à l'ordre établi par Dieu et aux prescriptions canoniques. Deuxième article, l'instruction à tous les degrés se modèlera sur les principes de l'Église catholique. Les évêques auront seuls le droit de désigner les livres dont on fera usage pour l'enseignement des sciences ecclésiastiques et de celles qui intéressent la foi ou les mœurs. De plus, ils exerceront avec une pleine liberté le droit qui leur appartient de proscrire les livres contraires à la religion et à la morale. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction de pareils livres dans la République, livres contraires donc à la foi et aux mœurs. Enfin, les évêques, investis par Dieu du droit de veiller sur la doctrine et sur les bonnes mœurs, en auront la haute inspection sur l'université, les collèges et les écoles primaires. Troisième article, les évêques jouiront d'une pleine liberté dans l'administration de leur diocèse. Quatrième article, l'Église exercera sans entrave son droit de posséder et d'administrer des biens. Le fort ecclésiastique sera rétabli dans son intégrité. Les causes des clercs seront dévolues à l'autorité ecclésiastique sans qu'on puisse en appeler aux tribunaux séculiers. Cinquième article, l'Église accorde au président de la République le droit de présentation aux évêchés et aux curés. Les évêques désigneront au président 3 candidats, parmi lesquels il devra faire son choix dans un délai de 3 mois. Passé ce temps, la nomination appartiendra au Saint-Siège. Alors, avec ces 5 articles, l'Église d'Équateur ressuscitait. D'où les cris de rage des suppôts de la Révolution. Les articles du Concordat, ainsi déterminés, l'échange des signatures eut lieu à Quito, avec le délégué apostolique représentant le Saint-Siège, Monseigneur Tavani, porteur d'une lettre de Pie IX, qui y félicitait García Moreno. En ces termes, il le félicitait, je cite, de sa piété profonde envers le Saint-Siège, de son zèle ardent pour les intérêts de l'Église catholique, l'exhortant à favoriser de toutes ses forces, la pleine liberté de cette épouse du Christ et la diffusion de ses enseignements sur lesquels repose la paix et la félicité des peuples. García Moreno célébra ce concordat, destiné par notre union plus étroite au centre de l'unité, dit-il, à devenir la pierre de notre félicité sociale. Et on verra plus tard que, de fait, c'est vraiment une félicité sociale qui s'est emparée de ce pays, l'Équateur.
Quelques mois après la réception solennelle du délégat, arrivait à son tour le père Ignacio Ordonez, porteur du projet de concordat. Le président en accepta toutes les dispositions, mais avant d'apposer sa signature au bas de cet acte, il s'informa si l'on avait tenu compte de sa demande relative à la réforme du clergé. Or, sur cette question subsidiaire, l'entente n'avait pas pu s'établir. Pénétré de la nécessité, de la difficulté d'une réforme, il avait sollicité l'envoi d'un délégué pontifical disposant des moyens de coercition assez énergiques pour faire rentrer les délinquants, les clercs, les prêtres délinquants dans le devoir. À l'égard des religieux prévaricateurs, il n'admettait d'autre alternative que réforme ou sécularisation. Ou vous vous réformez, ou vous quittez le clergé. Ces mesures de contrainte et de sécularisation en masse répugnèrent à la cour de Rome. Et le ministre Ordonez fut chargé de dire au président que le Saint-Père voulait, comme lui, arriver à la réforme, mais plutôt par la douceur et par la persuasion, ce qui renversait évidemment tous les plans de Garcia Moreno sur la régénération du pays par l'Église. Si on voulait régénérer le pays, il fallait régénérer le clergé. Et donc, expulser le clergé de tous ces éléments qui étaient certainement tombés dans l'immoralité, dans le laisser-aller, etc. Alors, il admirait, bien sûr, Garcia Moreno admirait la longanimité du pape, mais il crut, et non sans raison, que des hommes qui avaient été déshabitués de toute règle ne se remettraient jamais ne se remettraient bénévolement aux observances rigides de la vie religieuse, et qu'on ne pouvait attendre de la persuasion seule ce miracle de transformation. D'un autre côté, laisser subsister cet état de choses, c'était temporiser avec la gangrène, et puis infester de son poison le corps social tout entier. Donc le concordat, dans ce cas, resterait lettre morte. Et ce concordat, il l'avait prévu, Garcia Moreno disait que ce concordat ne tiendrait pas 2 mois devant l'opposition des libres penseurs. Donc persuadé que ces 2 points, le concordat et la réforme, étaient essentiellement liés ensemble, il refusa net d'accepter l'un sans l'autre. Retournez immédiatement à Rome, dit-il à son ministre, et dites au pape que j'accepte tous les articles du concordat, mais à la condition qu'il impose la réforme. S'il ne peut imposer la réforme, je ne puis imposer le concordat. Pie IX savait, par son expérience personnelle, la difficulté d'opérer des réformes de ce genre au moyen de la persuasion seule, fut-on la première autorité du monde. Mais ces scrupules, les scrupules de Pie IX, vont disparaître devant la consciencieuse énergie de l'inflexible président, et il décida donc que des pleins pouvoirs seraient expédiés au délégat apostolique. Et 1 mois après, le 22 avril 1863, tout obstacle étant levé, le concordat fut solennellement promulgué dans la capitale et toutes les villes de l'Équateur. Au chant du Te Deum, dans l'église métropolitaine de Quito, on arbora le drapeau de l'Équateur et la bannière pontificale, dont les couleurs symbolisèrent aux yeux de tous l'union désormais existante entre l'Église et l'État, un acte de politique chrétienne. Et par cet acte,
García Moreno eut l'intelligence de l'état normal des sociétés humaines et rendit à son pays la vraie liberté en lui rendant le gouvernement divin. Alors, il va procéder à la régénération du clergé, 1862-1863. García Moreno aborde cette réforme qu'il considérait à bon droit comme l'annexe nécessaire du concordat. Donc, pas de concordat possible sans cette réforme. Sincèrement ami du clergé, il voulait effacer de son front le stigmate dont l'avait marqué la Révolution et l'élever assez haut pour que sa mission civilisatrice fût acceptée de tous. Et donc, sans délai, García Moreno va prier l'archevêque de fixer, à la date du retour de Rome de son plénipotentiaire, l'ouverture d'un concile national. Ce n'est pas García Moreno qui ouvre le concile, il demande à l'archevêque d'ouvrir ce concile national. Pourquoi faire? Pour prendre connaissance des lois concordataires, pour les réduire immédiatement en actes, et pour couper court aux récriminations probables du futur congrès, qu'on verra la prochaine fois, cette question du congrès. Sur sa requête, le vieil archevêque de Quito, Monseigneur Rio Frio, assez timide et pusillanime, lança des lettres de convocation du concile, annonçant à ses suffragants que, je cite, pour remédier à la corruption des mœurs et aux machinations des impies contre l'Église et le clergé, sur les désirs et les instances pressantes du premier magistrat de la République, le concile s'ouvrirait à Quito le 2e dimanche de janvier de 1863, pourvu toutefois qu'à cette date, le concordat eût été publié. Pourquoi cette clause? Parce que la loi du patronat restant en vigueur jusqu'à la promulgation du concordat, les évêques ne pouvaient, avant cette époque, se réunir sans l'autorisation du gouvernement. Or, par suite du 2e voyage que dut faire à Rome le ministre Ordonez pour obtenir la réforme pleine et entière, il se trouva que les prélats arrivèrent dans la capitale bien avant la promulgation des lois concordataires. Aussi, l'archevêque n'osa-t-il point procéder à l'ouverture des sessions avant d'avoir obtenu le placet d'usage. García Moreno, ne voulant point reconnaître par un acte public une loi schismatique, d'ailleurs moralement abolie, refusa l'autorisation demandée et engagea les évêques à passer outre. Mais l'archevêque objecta que, vu les prétentions, les susceptibilités de la Cour suprême, les membres du concile, s'ils se réunissaient sous des formes illégales, sans les formalités légales, pourraient être décrétés d'accusation. Il ne fallut rien moins que la promesse formelle du président de prendre sur lui la responsabilité du délit pour décider le méticuleux prélat à ouvrir le concile. Autrement dit, j'en ai rien à faire, on ouvre le concile. Après la première séance, le procureur fiscal ne craignit pas, donc, comme c'était prévu, de traduire les évêques devant la haute cour de justice pour avoir audacieusement violé la loi du protectorat. Sur ce, complainte de l'archevêque à García Moreno, qu'il exhorte à continuer les sessions, sans prendre garde au procureur, dont il se chargeait lui-même de réprimer le zèle intempérant. L'ayant en effet mandé à sa barre, il lui tint ce langage: « Vous avez dressé un acte d'accusation contre les évêques et encouru par ce fait, vous, catholiques, une double excommunication. D'abord pour avoir violé les lois de l'Église et ensuite pour avoir traduit
les ministres de Dieu devant un tribunal civil. Mais là ne s'arrête pas votre responsabilité. Comme chef d'État, je suis obligé de faire respecter la Constitution. Or, l'article 1er de la Constitution porte que la religion catholique, apostolique et romaine, étant la religion de l'État, tous doivent la respecter. Vous voulez condamner des évêques à l'exil pour avoir violé une loi schismatique. Je vous ferai condamner à la même peine pour avoir outragé la Constitution en persécutant la religion de l'État. Et le fiscal consentit à retirer l'acte d'accusation. On voit quand même cette force de García Moreno, une force tranquille. Et on a vu là le pharisaïsme de ces légistes révolutionnaires qui, dans leur constitution, déclarent l'Église libre et qui l'enchaînent ensuite dans leurs lois. Le Concile continua donc ses conférences sur la réforme du clergé séculier et régulier. On décida que toutes les lois canoniques relatives aux mœurs et à la discipline seraient remises en vigueur, que les scandales seraient réprimés, que les rites de la Sainte Liturgie seraient observés, que les articles du Concordat seraient sincèrement exécutés. Tout ceci afin d'assurer à l'Église la liberté et l'autorité dont elle avait besoin pour relever le niveau moral et religieux de la société. Il était impensable de relever la société avec un clergé corrompu. L'archevêque manifesta des craintes au sujet de la répression des abus. Et qu'importe, s'écria le président, il faut sacrifier sa vie, si Dieu le veut, pour l'honneur de son Église. Je ne souffrirai pas, sachez-le bien, que personne ne manque à son devoir. Et la répression sévère, mise en place par García Moreno, produisit une amélioration notable dans la conduite du clergé. Mais un moyen de réforme plus efficace, dû à la sage initiative de Pie IX, la multiplication des évêchés, permit aux prélats d'exercer sur tous les pasteurs une surveillance plus active et d'imprimer à leurs ailes une impulsion plus continue et plus vigoureuse. Et il pensa alors créer 3 nouveaux évêchés et faire mention de ce projet dans un article du Concordat. García Moreno s'en réjouit. C'est Dieu qui nous suggère cette idée par son vicaire. Il faut la réaliser sans délai. Ainsi, les municipalités d'Ibarra, de Riobamba et de Loja seront les centres des futurs évêchés. Sollicités de prêter leur concours à cette grande œuvre, et elles répondirent, ces municipalités, répondirent par des adresses de félicitations et de reconnaissance. Et quelques jours après, García Moreno expédiait au pape le plan topographique et la délimitation des nouveaux diocèses, avec prière de signer immédiatement les bulles d'érection. Bulles qui vont être envoyées en 1862, mais par suite de l'opposition que le Congrès fit au Concordat, ces diocèses ne furent érigés effectivement qu'en 1865. Et en 1870, il y eut un 7e évêché, celui de Porto Viejo. Alors, à ces insignes bienfaits du Concordat, il faut ajouter la fondation d'un séminaire dans chaque diocèse, la libre nomination aux cures et aux bénéfices. Ainsi, dégagés de toute entrave et de toute immixtion du pouvoir civil, les évêques purent former des prêtres selon le cœur de Dieu et pourvoir peu à peu les églises de véritables pasteurs. Quant à la réforme des réguliers, c'est-à-dire des ordres religieux, le régalisme les avait forcés à recevoir des supérieurs de sa main. Depuis 50 ans,
la Révolution avait transformé les couvents en casernes, contraignant les moines à vivre au milieu des soldats corrompus et corrupteurs, ou à quitter leurs cellules pour habiter au milieu du monde. Évidemment, un tel état de choses devait amener à la longue une déchéance complète, c'est-à-dire la ruine de l'observance régulière et la ruine de la vie commune. Les lettres pontificales investissaient le délégat de plein pouvoir pour opérer cette réforme. Le délégat intima donc à tous les intéressés, au nom du souverain pontife, l'ordre formel de s'astreindre à l'observance régulière et de reprendre la vie commune. Les abus en matière de pauvreté supprimés, les exercices de religion ou d'études rétablis selon les constitutions pour faire connaître la discipline et le travail, les trois fleurs de l'ordre monastique, vertu, science, piété. Alors, ces religieux s'étaient pour beaucoup habitués à une vie mondaine, quelquefois même dissolue, ayant perdu bien souvent complètement l'esprit de leur état. Le délégat leur laissa donc le choix entre la règle ou la sécularisation. Alors, il y eut protestation, récrimination, mais la résistance était inutile. Derrière l'envoyé du pape, il y avait le bras de fer de García Moreno. La majeure partie préféra la sécularisation. Les uns émigrèrent au Pérou ou à la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire la Colombie. D'autres furent incorporés au clergé séculier. Et ceux qui restèrent fidèles à leur vocation purent se retremper dans la ferveur, par l'exemple d'un certain nombre de leurs frères que García Moreno avait fait venir d'Europe pour remplacer les déserteurs. Les chrétiens de Vieille Roche, qu'on appellerait aujourd'hui les intégristes, saluèrent dans cette régénération du clergé l'aurore d'une renaissance catholique. Mais à travers ces rares applaudissements, éclata contre le réformateur un concert de malédictions de la part des défroqués et de leurs amis, de la part des indifférents, de la part évidemment des libéraux, entonnant la ritournelle ordinaire sur les empiétements de la cour de Rome, et puis des radicaux déclarant l'œuvre de la Révolution compromise si l'on continuait d'appliquer le concordat. Au moins, eux, ils avaient bien compris. García Moreno laissa dire et il continua son œuvre sans reculer d'un pouce. Au milieu de l'année 1860, le général Mosquera, c'est un vieux soldat de l'indépendance du trône espagnol, catholique de vieille race, n'ayant pu obtenir du Parti conservateur le fauteuil de la présidence, se mit par ambition à la tête des radicaux pour révolutionner les États de Colombie contre le gouvernement central. La guerre civile ayant éclaté, le président Ospina fit appel à Julio Arboleda, désigné comme le futur chef du gouvernement. Et Julio offrait plus d'un trait de ressemblance avec García Moreno. Appelé par le pouvoir légitime, Julio accourut à Santa Marta, qu'il défendait contre les rebelles, puis Mosquera, maître de Bogota, ayant proclamé la dictature et donné le signal d'une atroce persécution contre l'Église, Arboleda se jeta dans la province de Cauca pour organiser la résistance au sein de ces populations sincèrement catholiques. Tout l'Équateur, García Moreno en tête, faisait des vœux pour son triomphe, quand un incident malheureux vint mettre aux prises ces deux hommes qui étaient pourtant si bien faits pour s'entendre.
Le 19 juin 1862, un bataillon d'Arboleda, à la poursuite d'une bande de mosqueritos, ayant franchi le rio Carchi, limite des deux États, blessa gravement le représentant de l'Équateur, accouru pour s'opposer à cette violation du territoire. Le territoire voisin étant, vous l'avez compris, la Colombie. Dans son emportement, il chargea lui-même la milice qui lui barrait le passage. Il n'en fallait pas tant pour révolter García Moreno, soucieux de l'honneur national qui était en jeu. 4 jours après l'échauffourée, il expédia au gouvernement d'Arboleda, établi à Pasto, une dépêche indignée, violente même, si l'on considère qu'elle s'adresse à un ami politique et à l'occasion d'un fait absolument involontaire de sa part. García Moreno y demandait réparation pour l'injure faite au pays par cette violation du territoire et les délits qui l'ont accompagné. En réparation de l'offense, il demandait la destitution du colonel Erazo, chef de l'expédition, et la remise entre les mains de García Moreno du major Rosero qui blessa le commandant militaire de la frontière. Le délit ayant été commis en Équateur, l'extradition est de droit en vertu du traité de 1856. Il était donc donné 48 heures pour cela, et en cas de non-respect, García Moreno avertissait qu'il emploierait les moyens nécessaires pour faire respecter ses droits. Arboleda plaida les circonstances atténuantes et refusa la réparation demandée. Or, pour García Moreno, c'était une question d'honneur. Un chef d'État ne laisse pas violer impunément son territoire. Il décida en conséquence qu'il irait personnellement exiger d'Arboleda une réparation qu'en homme loyal il ne pouvait refuser. Il partit donc avec sa petite armée vers le Carchi, mais Arboleda, décidé à ne point accorder de réparation, s'avançait vers la frontière avec 3500 hommes. Persuadé cependant qu'une conversation amicale terminerait le différend, García Moreno lui dépêcha son aide de camp, Napoléon Aguirre, pour lui proposer un arrangement pacifique. Cette offre fut immédiatement rejetée. Arboleda fit même saisir et déporter Napoléon Aguirre. La rencontre entre la petite armée de García Moreno et celle d'Arboleda eut lieu, mais la petite armée se vit obligée de capituler et de fuir. García Moreno partit avec 5 cavaliers au milieu des bataillons ennemis, au milieu des balles, et il se livra à un officier en lui disant « Conduisez-moi à votre chef, c'est à lui que je veux rendre mon épée. » Peu fier de sa victoire, Arboleda se sentit déconcerté en face de ce magnanime vaincu. Traitant alors García Moreno avec le plus grand respect, il lui rendit son épée et se montra tout disposé à traiter immédiatement des conditions de la paix. Sincèrement réconciliés, les deux chefs catholiques déplorèrent le concours des circonstances qui les avaient amenés à guerroyer l'un contre l'autre, au lieu de tourner leurs armes contre leur ennemi commune, la révolution tyrannique qui désolait la Nouvelle-Grenade et ne cessait d'intriguer l'Équateur pour ressaisir le pouvoir. Et ils conclurent un traité d'alliance. À Quito, comme dans tout le pays, régnait le trouble et l'agitation à l'annonce de cette défaite. Évidemment, les libéraux, heureux et très heureux de l'humiliation infligée à García Moreno, prirent plaisir à faire ressortir l'inutilité de cette entreprise, attribuant son échec à sa téméraire impétuosité. Le moment leur semblait donc venu de se débarrasser de ce réformateur.
réformateur turbulent, tyrannique, qui sous prétexte de catholicisme et de civilisation, dixit les libéraux, imposait à l'Équateur ses idées rétrogrades, en même temps qu'il le brouillait avec l'étranger. Alors, en s'appuyant sur la garnison de Quito, et peut-être sur Flores, dont les idées politiques ne cadraient pas avec celles de García Moreno, ne pouvait-on pas profiter du trouble des esprits pour abattre le gouvernement et conclure avec Arboleda une paix moins onéreuse? Mais en vain, parce qu'ils apprirent bientôt que le président supposé prisonnier se trouvait au palais du gouvernement, où il avait repris les rênes après avoir fait avec Arboleda un traité d'alliance. Manque de peau. García Moreno exerçait le pouvoir depuis 2 ans. Il avait pour lui le peuple catholique. Il pouvait se vanter d'être pour les révolutionnaires, les libéraux et les radicaux l'homme le plus impopulaire et le plus exécré de l'Équateur. Et il en était fier. La Ligue, qui depuis quelque temps complotait contre García Moreno, avait pour chef le malheureux Urbina, encore lui, qui lui vouait une haine implacable. À l'Équateur, il comptait surtout sur les démocrates, initiés à la franc-maçonnerie, et fiers de s'intituler progressistes ou libres penseurs, avec à leur tête Pedro Carbo, ennemi acharné de sa politique catholique et même de ses entreprises les plus évidemment favorables au bien-être matériel du pays. Après tout, même si un président favorise le bien-être matériel du pays, s'il est catholique, il est à abattre. Un autre fanatique d'Urbina était le docteur Pedro Moncayo, qui, par ses pamphlets, se faisait l'ardent missionnaire de l'insurrection contre García Moreno. Urbina, conspirateur, jeta les yeux sur Castilla, au Pérou, qui, depuis sa mésaventure de Guayaquil, souvenez-vous, vivait en bonne intelligence avec le triumvirat, ou plutôt le trio infernal, Urbina, Robles, Franco. Mais pour envahir de nouveau l'Équateur, Castilla devait donner aux autres puissances une raison, tant soit peu acceptable. Il imagina d'intenter à García Moreno, devant toute l'Amérique, un procès de haute trahison. On livra à Castilla, en effet, des lettres, jusqu'ici restées secrètes, que García Moreno avait adressées au gouvernement français sur la question d'un protectorat éventuel. Elles furent, par l'indiscrétion coupable d'un agent diplomatique, publiées dans un journal de Lima. Aussitôt, sur mot d'ordre d'Urbina, toutes les feuilles américaines dévoilèrent avec indignation la grande trahison de García Moreno, vendant son pays à l'étranger. Franco prit la plume pour le dénoncer à la vindicte publique. Urbina y alla de son couplet avec une hypocrisie monstrueuse, et les 2 collègues de García Moreno au gouvernement provisoire, Gómez de la Torre et Avilés, bien qu'ennemis politiques du président, le disculpèrent entièrement, en même temps qu'ils mirent à nu l'indigne conduite de Franco à leur égard lors de la conférence de Guayaquil. Mais que valent les protestations contre une calomnie accréditée par toutes les loges maçonniques? On resta persuadé que García Moreno avait conçu l'idée de livrer l'Équateur à la France. Castilla y alla aussi de son couplet. Il l'accusa publiquement d'avoir tenté plusieurs fois d'incorporer l'Équateur à des puissances étrangères et probablement en vue
de soustraire quelques provinces à ses puissances. Il réclama alors l'exécution immédiate du traité de Mapasang, par lequel Franco lui avait cédé une bonne partie du territoire équatorien. García Moreno répondit à Castilla que ces revendications n'avaient aucune valeur. Castilla ne voulut rien entendre et menaça d'envahir l'Équateur par terre et par mer. García Moreno s'y prépara, mettant sur pied une armée de 10 000 hommes, mais la Grande-Bretagne interposa sa médiation que García Moreno et Castilla acceptèrent. Furieux de cet échec, Castilla rompit toute relation diplomatique avec le gouvernement équatorien et ouvrit les bras à tous les conspirateurs en quête d'un refuge à l'étranger. Et c'est ainsi qu'en octobre 1862, Urbina put équiper un vaisseau dans le port de Callao pour tenter une descente sur un point quelconque de l'Équateur et insurger le pays. Et c'est ainsi qu'il arriva au petit port de Païta, à bord de la Nueva Granada, baptisée d'un faux nom et couverte du pavillon chrétien. Mais déjà, le président l'avait découvert sous son masque et le signalait, lui, Robles et les autres complices, comme des pirates dignes du dernier châtiment. Un corps d'armée se formait à Guayaquil pour les appréhender en cas de débarquement, et dans le même temps, une circulaire de García Moreno à tout le corps diplomatique en appelait aux droits des gens, cyniquement violés par le gouvernement du Pérou. En même temps, son délégué dénonçait à Castilla l'acte de brigandage commis sous ses auspices, le sommant, s'il voulait la guerre, de la faire, mais de la faire au moins loyalement. Acculés par le gouvernement de l'Équateur, les représentations du corps diplomatique et les manifestations indignées de l'opinion, Castilla se vit obligé d'arrêter ses affidés et de mettre l'embargo sur leurs vaisseaux. Et pour comble de malheur, son mandat expirait au moment de cette déconvenue. Il fut remplacé au fauteuil par le brave général San Román, qui désavoua le honteux traité du 25 janvier et entretint avec l'Équateur d'amicales et pacifiques relations. Les révolutionnaires se tournèrent donc vers Mosquera, qui haïssait García Moreno. Ambitieux comme Castilla, mais plus rusé, son plan d'agrandissement consistait à englober sous le nom d'États-Unis les trois républiques: Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire Colombie, Venezuela, Équateur, qui, rappelez-vous, sous Bolivar, avait formé ce qu'on appelait la Grande Colombie. Dans sa lutte contre García Moreno, Urbina s'empressa à recourir à son intervention comme l'inspirateur d'une ligue de tous les gouvernements d'Amérique contre García Moreno et Flores. Mosquera savait à quoi s'en tenir sur la fameuse question du protectorat français, mais comme l'appel d'Urbina favorisait ses vues sur l'Équateur, il écouta Urbina, tout en accueillant une ouverture avec prudence. Les deux traîtres travaillaient alors chacun pour son compte personnel, s'associant dans l'ombre pour renverser García Moreno. Ce qui n'empêcha pas Mosquera, dans le même temps, d'envoyer des lettres à García Moreno, son grand et cher ami, comme il commençait ses lettres. Il lui proposait de négocier la reconstitution de l'antique République colombienne sous le régime d'un gouvernement fédéral. Mais García Moreno connaissait de longue date les roueries du vieux révolutionnaire, comprenant bien que son intention était de resserrer les liens entre les deux peuples, assez étroitement,
pour n'en faire qu'un seul dont il serait le maître. Pas bête. Garcia Moreno lui répondit qu'il agréait son envoyé, lequel, par ses qualités personnelles, contribuerait à entretenir les meilleures relations et la plus parfaite harmonie entre les deux peuples frères. Mosquera n'était pas homme à se contenter de cela. Il affermit son pouvoir, il laissa grandir l'opposition contre Garcia Moreno, il activa de son mieux les passions révolutionnaires, puis, quand il crut le moment opportun de pêcher en eau trouble, il écrivit à nouveau à son très bon et très cher ami, Garcia Moreno, que, sous prétexte de donner une preuve de son estime pour la nation équatorienne, il demandait de pouvoir conférer avec Garcia Moreno sur les intérêts de leurs pays respectifs, négocier de nouveaux traités, et ainsi raffermir l'union des deux peuples qui, divisés de nationalité, ne font qu'un par le cœur. Garcia Moreno, pas idiot, comprit qu'il fallait maintenant parler clair et couper court aux prétentions du despote. Fini les petites ruses. Nous manquerions de loyauté, lui écrit-il, si nous nous déclarions dès maintenant que dans ces conférences que nous aurions, nous n'accepterons aucun projet qui tendrait à fondre les deux nationalités en une seule. Donc, entre ces deux chefs, la guerre devenait inévitable. Au fond, Mosquera n'attendait qu'une occasion favorable pour entrer en campagne. Et comme le Congrès de l'Équateur allait ouvrir ses sessions, il comptait sur les débats parlementaires assez orageux pour lui préparer le terrain, calculs qui furent malheureusement bien fondés. Désolé, mais nous verrons ça la prochaine fois. Nous verrons la prochaine fois donc le Congrès de 1863, l'excommunié Mosquera, et puis Garcia Moreno, un contre tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.